Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, le ver des profondeurs terrestres, la fin de Spirit, un répulsif contre les moustiques et l'insécurité alimentaire en 2050. Quand on parle de milieux extrêmes, on pense souvent à l'Antarctique, aux sources hydrothermales ou aux profondeurs océaniques, mais beaucoup moins aux profondeurs terrestres. Et pourtant, sous nos pieds, à des centaines de mètres sous la Terre, la vie prospère dans des conditions extrêmes de pression, de température et d'oxygénation. En 20 ans, des bactéries, des champignons ou encore des amibes ont été identifiés dans les 500 premiers mètres de la croûte terrestre. Un état de fait qui a amené les chercheurs à imaginer que l'inframonde terrestre était le royaume d'organismes unicellulaires. Or, il n'en est rien. Une équipe internationale vient en effet de découvrir en Afrique du Sud, dans une mine d'or, des organismes pluricellulaires, les vers, et parmi eux une nouvelle espèce qui vient d'être baptisée Alicéphalobus mephisto, en référence à Méphistophélès de Faust, l'incarnation du diable qui fuit la lumière. Long d'un demi-millimètre, ce nématode a été découvert vivant à 1,3 km de profondeur, dans un réseau de fissures gorgées d'eau qui se prolonge jusqu'à 3,6 km sous la surface. D'après les chercheurs, ce spécimen n'a pas été apporté en ces territoires par l'homme. Les datations faites au carbone 14 ont en effet montré que l'eau de ces fissures fonctionne en circuit fermé depuis au moins 3000 ans. D'un point de vue physiologique, ce ver supporte des températures de 48 degrés Celsius. C'est 37 degrés de plus que ce que les nématodes terrestres peuvent tolérer. Il se reproduit de façon asexuée et supporte un taux d'oxygénation très faible, 1% seulement du taux d'oxygène moyen des océans. Il s'agit enfin d'un vrai glouton puisqu'il lui faut manger pas moins de 10 000 bactéries par jour pour survivre. Autant dire que dans le royaume souterrain, ce petit ver est un prédateur redoutable. Le 25 mai dernier, la NASA a envoyé son dernier message vers le robot Spirit. Une tentative en forme d'adieu, puisque Spirit, qui explore le sol martien depuis 2004, ne répond plus depuis déjà plusieurs mois. La NASA met donc officiellement un terme à une aventure qui aura duré plus de 7 années. Un exploit car initialement, Spirit, comme son jumeau Opportunity, ne devait fonctionner que 3 mois. Des deux robots qui ont atterri ensemble, Spirit aura été le moins chanceux. Les espoirs de trouver des traces d'eau sur son site d'atterrissage ont été rapidement déçus et Spirit a dû déployer toute son énergie pour quitter les lieux. Un itinéraire de 7 km semé d'embûches et d'avaries techniques. Mais c'est justement une de ces avaries qui sera à l'origine de sa plus belle découverte. Alors que depuis des mois, Spirit n'avance plus qu'en marche arrière, creusant un sillon dans la poussière martienne en raison d'une roue avant défectueuse, le robot met à nu un sol inhabituel, composé à 90% de silice, un matériau qui ne peut se former qu'en présence d'eau. Fortement handicapé par sa roue, Spirit n'en continue pas moins de tailler sa route, jusqu'à une petite dune qui lui sera fatale. Malgré tous les tests réalisés par la NASA pour le sortir de ce mauvais pas, il est ensablé depuis 2 ans, dans une position peu favorable pour recevoir le rayonnement solaire, une énergie indispensable à son fonctionnement. Quant à son jumeau, Opportunity, il poursuit sa moisson. Et en novembre, la NASA lancera un nouveau robot en direction de la planète rouge. Bientôt l'été, les vacances et son lot de tracas, de bouchons et de moustiques. Des insectes sanguinaires capables de vous repérer à des centaines de mètres à la ronde grâce à leur flair aiguisé et à votre respiration. Ou plutôt grâce aux nuages de dioxyde de carbone que vous émettez à chaque expiration. Car le moustique est attiré par le CO2 comme un enfant par l'odeur du chocolat. Une fois l'effluve de CO2 détecté, l'insecte s'envole, remonte la piste et vous trouve immanquablement. En tout cas pour le moment. Car des chercheurs américains pensent avoir trouvé le moyen de brouiller les pistes. Ils ont en effet identifié 3 types de molécules odorantes capables de rendre inefficaces les récepteurs sensibles au CO2 du moustique. Les substances découvertes ont été testées en laboratoire sur 3 espèces de moustiques vecteurs de maladies comme le paludisme, la dengue ou la fièvre jaune. Puis elles ont fait l'objet d'une expérience en milieu naturel au Kenya. Les résultats montrent que ces substances perturbent les capacités de recherche du moustique, sans toutefois l'annihiler. Car le moustique, qui a plus d'un tour dans son sac, peut s'appuyer sur d'autres indices comme l'odeur humaine pour s'orienter sur une plus courte distance. Les résultats seraient néanmoins suffisamment encourageants pour imaginer une nouvelle génération de répulsifs. En se basant sur le dernier rapport du GIEC, des scientifiques ont identifié les régions du monde où l'insécurité alimentaire des populations risque d'être amplifiée par le changement climatique. Ces régions sont principalement situées en Afrique et en Asie du Sud. Mais la Chine et l'Amérique latine pourraient aussi être concernées. Entre autres parce que d'ici 40 ans, la saison agricole de ces régions sera plus courte, plus chaude et plus sèche.
mettant en danger des centaines de millions de personnes, souvent déjà très vulnérables. Après avoir analysé et les modèles climatiques et les indicateurs de problèmes alimentaires, les chercheurs ont créé une série de cartes détaillées. Par exemple celle-ci, où l'on voit en rouge, en Inde ou en Afrique, les régions susceptibles de subir une diminution d'au moins 5% de la durée de la période agricole. Dans certaines régions du monde, un seuil climatique pourrait être franchi. L'élévation de la température serait telle qu'elle mettrait en péril les cultures traditionnelles comme le maïs, le haricot ou le riz. Aujourd'hui, les paysans s'adaptent déjà aux variations du climat en modifiant le calendrier de leurs semailles ou en changeant les zones de pâturage. Mais ce qu'indique l'étude, c'est que la rapidité et l'amplitude du changement climatique pourraient nécessiter des adaptations plus radicales, comme des changements de culture ou d'alimentation. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.